Bonjour à tous, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où chaque semaine on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Tout d'abord, je vous souhaite évidemment une très belle année 2020, pleine de culture bien sûr, et j'en profite également pour vous remercier d'être progressivement de plus en plus nombreux et nombreuses à m'écouter donner la parole à ces écrivains, à ces comédiens, à ces musiciens, à ces philosophes, et à m'encourager, ce qui est mine de rien très important pour moi qui gère ce podcast tout seul, avec rien, sauf l'envie de le développer. Et c'est d'ailleurs dans cette même optique que je vous invite modestement à venir suivre La Quille sur les réseaux sociaux, à partager vos entretiens favoris, ou encore à mettre 5 étoiles si vous écoutez sur Apple Podcast. Bref. Et pour ce premier entretien de l'année, je reçois l'acteur Pierre Deladonchamp, qui est à l'affiche du nouveau film de Valérie Donzelli, Notre-Dame. On l'a découvert grâce à L'Inconnu du lac de Alain Guiraudy, qui lui a valu le César du meilleur espoir en 2014, mais aussi grâce à Plaire, Aimer et courir vite de Christophe Honoré, Le fils de Jean de Philippe Liorret ou encore Les Chatouilles de Andrea Bescon et Éric Métayer. Et dans ce nouveau film, Notre-Dame, il incarne un journaliste qui va couvrir le chantier de la reconstruction du parvis de Notre-Dame et qui se trouve également être l'amour de jeunesse de l'architecte en charge du projet que joue Valérie Donzelli elle-même. Et avec Pierre Deladonchamp, on va parler du genre qu'est la comédie, de la notion de virilité au cinéma, de son lien avec son corps lorsqu'il tourne un film, mais aussi de son rapport au journaliste. Bonne écoute! Bonjour Pierre, et évidemment très bonne année. Bonjour et bonne année également. Alors dans ce dernier film de Valérie Donzelli, qu'on peut qualifier de comédie, tu incarnes Bacchus Renard, un journaliste, on y reviendra. Et je me suis fait cette réflexion selon laquelle tu fais pas tant de comédie que ça. Est-ce que c'est une question d'envie ou est-ce que ça va plus loin que la question vient plus de ce qu'on projette sur toi lorsqu'on te propose un rôle et comme on t'associe pas forcément directement aux comédies, ça peut jouer. Alors c'est effectivement plutôt la deuxième réponse. Ouais. Moi je viens de la comédie, ma formation théâtrale c'est beaucoup axé sur le théâtre plutôt drôle. T'as fait le cours Florent, c'est ça? J'ai fait le cours Florent, j'aimais beaucoup travailler les textes de Feydeau et ma prof me disait que ça m'allait bien. Mais mon premier rôle étant Franck dans L'Inconnu du lac, c'était assez... Alors il y avait de l'humour dans le film, hein, tout le monde ne l'a pas vu mais il y en avait. Oui, mais c'était pas une comédie, voilà. Et donc après on a tendance à avoir une mini étiquette, c'est après à nous de réussir à faire en sorte de la décoller cette étiquette. Et j'avais mis le souhait auprès de mon agent et puis de plusieurs personnes dans mon entourage de faire de la comédie. Et il fallait trouver le bon moment, la bonne personne, et Valérie c'était idéal pour moi. J'avais déjà fait une comédie dramatique, on va dire, ça s'appelle Photo de famille de Cécilia Rouault, avec Vanessa Paradis, Camille Cotin, Chantal Lobby et Jean-Pierre Bacry, qui ont tous, eux, à leur niveau, fait plus ou moins de la comédie, mais plutôt plus que moi. En tout cas. Et mais le film avait quand même un accent assez grave, puisqu'on parlait quand même du départ des anciens, des grands-parents, et donc il y avait quand même quelque chose d'assez émouvant qui faisait que c'était pas totalement une comédie, mais il y avait des choses drôles dedans quand même. Ouais. Est-ce que tu fais partie justement de ces acteurs qui trouvent que c'est plus difficile de jouer la comédie que le drame? Ah oui, définitivement. La comédie, c'est un rythme, c'est une scansion, c'est une façon de réagir aux répliques de ses partenaires. C'est du rythme aussi dans le corps, dans les réactions, dans tout ce qui est jeu non verbal. Et il faut pas que ce soit surjoué parce que sinon, on voit toutes les ficelles. Je crois que dans le drame, c'est plus facile d'atteindre un état de mélancolie, de tristesse, de gravité, sans en faire trop, alors que la comédie, c'est beaucoup plus dur. C'est plus subtil, ouais. Dans Notre-Dame, précisément, tu incarnes, selon Valérie Donzelli, la virilité douce. Notamment parce qu'elle invoque que tu es, entre autres, attiré par une femme qui attend un enfant d'un autre. Bon, déjà, qu'est-ce que tu en penses? Mais aussi, quel est ton rapport à cette notion de virilité, notamment dans les personnages que tu incarnes ou que tu as incarnés? Alors c'est une très bonne question et je trouve que Valérie le résume assez bien. Mais je trouve que c'est un peu antinomique. Virilité douce, c'est bizarre puisqu'on a tendance à penser que la virilité c'est tout sauf doux. Justement, ouais. Donc peut-être que ça veut dire que la virilité n'est pas ce qui se dégage en premier lieu dans mon personnage et dans ma personnalité dans la vie de tous les jours.
mais qu'elle peut se ressentir par petites touches. Et je crois que la virilité, elle a 1000 visages, et qu'elle peut être physique, c'est celle qu'on voit le plus, mais elle peut être aussi cérébrale. Et je crois beaucoup à la virilité cérébrale, mais à ce titre, je crois à la virilité chez les femmes aussi. C'est-à-dire que pour moi, la virilité cérébrale, elle peut toucher n'importe quel être humain. Et ça veut juste dire, je crois, un synonyme de force, puisque et donc c'est intéressant. La force physique se voit à l'extérieur, voilà, ou par exemple la pilosité ou la voix ou des choses comme ça qui peuvent faire penser à la virilité. Mais il y a plein de choses qui, je crois, se ressentent plus dans le regard et dans l'intériorité qui se dégage d'une personne. Alors pour rappel, Valérie Donzelli, c'est La Guerre est déclarée, c'est La Reine des Pommes, c'est Marguerite et Julien, c'est Main dans la main, et aujourd'hui c'est Notre-Dame. Quel est ton rapport au cinéma de Valérie Donzelli ? Est-ce que c'était un cinéma avec lequel tu étais familier au départ ou pas du tout ? Alors moi j'aime beaucoup l'univers de Valérie Donzelli et je trouve que c'est une réalisatrice qui ne s'interdit rien. J'aime sa créativité et aussi sa liberté. Et ça s'est vérifié sur le plateau. C'est une femme qui est très libre et qui ose. Et en fait, il faut beaucoup de courage pour ça, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui, une fois que la chose est prête, s'y tiennent mordicus pour être sûr de ne pas sortir des rails. Parce qu'ils ont peur d'eux-mêmes. Et ils se disent, je vais sur le plateau peut-être faire plein de conneries, donc il faut que je reste concentré. Elle s'autorise à chercher, ce que j'aime beaucoup. Elle s'autorise aussi à demander, à écouter. Et après, elle fait une synthèse de ce qui lui plaît, de ce qu'elle a entendu ou de ce qu'on lui a proposé. Et elle voit ce qui est dans l'intérêt du film. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et je trouve que ça se retrouve énormément dans La Guerre déclarée, dans La Reine des Pommes. Dans Marguerite et Julien aussi, mais sauf qu'elle a voulu s'attaquer à un classique et que certains n'ont pas aimé le mélange des genres, justement. Du Valérie Donzelli sur un classique, ça n'a pas plu à tout le monde, alors que moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Et elle aussi, je crois que elle l'avait adoré, alors qu'il n'a pas rencontré le succès qu'il voulait. Mais voilà, pardon, mais le Marie-Antoinette de Sofia Coppola, quand il y a une paire de Converse qui traîne, tout le monde crie au génie. Et Valérie Donzelli, on est au Moyen-Âge, il y a un hélicoptère qui passe, tout le monde dit que c'est n'importe quoi. Bah, tout est une question de ressenti. Et moi, j'ai très bien ressenti tout ce qu'elle a fait dans ce Marguerite et Julien. Je l'ai beaucoup aimé et je l'assume. Je peux comprendre qu'il ait pas plu, qu'il ait sincèrement pas plu. Mais je crois que la critique qu'elle a subie, notamment à Cannes par les journalistes, a été trop violente. Et je crois que c'était dû en fait à l'attente énorme qu'il y avait après La Guerre est déclarée. C'est ça, en fait. Les gens étaient frustrés. Et du coup, ils l'ont abattu. Est-ce qu'il y a des réalisateurs ou des réalisatrices avec qui tu rêverais de tourner, sait-on jamais, s'ils nous écoutent ? Alors, on m'a déjà posé cette question et depuis le début, je réponds la même chose. C'est que oui, il y en a. Et il y en a pas tant que ça, mais il y en a quelques-uns que j'ai bien en tête. Mais je préfère pas le dire. Parce que j'ai déjà... je trouve que ça fait un petit peu appel désespéré. Non, pas du tout. Ça, je trouve que au contraire, ça fait... je les admire et m'insérer dans leur filmographie, ça serait quand même une espèce de fierté. C'est pas nécessairement un appel du pied. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord, mais je suis pas sûr que si j'étais ce réalisateur ou cette réalisatrice et que j'entendais un acteur ou une actrice dire ça, je suis pas sûr que ça me plairait. Peut-être, hein, mais je pense aussi que le cinéma c'est une histoire de désir des deux côtés et qu'il faut laisser la personne avoir du désir et pas qu'elle se sente obligée parce que la personne a dit je voudrais tourner avec. C'est con, hein, mais non, c'est un pas peu du mon tout. ressenti. Ok. Mais je vais dire quand même des étrangers, comme ça je suis sûr que ça arrivera très peu. Mais j'aime bien le cinéma d'Haneke, j'aime bien le cinéma de Lars von Trier. Et j'aime bien le cinéma de Tarantino, voilà, pour les étrangers. Ok, on les embrasse. Bon, désormais tu es relativement installé dans le cinéma français, dans le paysage en tout cas. Tu as des propositions multiples, au-delà des raisons concrètes, de budget, de temps, etc. Dans quelle mesure on choisit un rôle plutôt qu'un autre ? Ou plutôt quelles sont tes limites pour les refuser par exemple ? Alors c'est une alchimie de beaucoup de choses, mais il y a quand même 3 choses qui sont un peu une règle à laquelle je ne déroge pratiquement jamais. Et c'est très basique. Je reçois un scénario, si j'aime l'histoire, petit 1, si j'aime le personnage, petit 2, et si j'aime la personne qui va le réaliser, petit 3, il y a peu de chances que je dise non. Si je suis disponible et que... voilà. Ouais. Mais c'est quand même... Pour moi, avant tout une aventure humaine, le cinéma. J'arrive pas à désincarner ça de la rencontre
avec la personne qui va le faire. Oui, humaine, comme on pourrait dire. Voilà, et donc du coup, je me vois mal faire un film que je trouve super avec une personne que je trouve dégueulasse. Avec un connard, ouais. Et vice versa. Un film très mauvais mais avec une personne super, je le ferai pas non plus parce que je vais trouver que c'est dommage de se rencontrer sur ce film-là qui me plaît pas particulièrement. Et ben justement, dans tes critères, tu viens de dire que le film te plaît, que le personnage te plaît, pardon. Oui. Est-ce qu'on doit toujours trouver quelque chose à défendre dans un personnage ? Et là, je pense évidemment à ton personnage dans Les Chatouilles, par exemple, oui. Qui met en lumière la pédophilie. Bah là, typiquement, c'est vrai que c'est pas le personnage en lui-même qui m'a attiré, mais c'est le fait que ce soit l'histoire vraie d'Andrea Bescon, le fait que ce soit une adaptation d'une pièce de théâtre que j'ai vue et qui m'a bouleversé, et le fait aussi que ce soit une forme d'acte politique, ce film. Moi, j'aime beaucoup quand il y a la politique dans les films, parce que je crois que c'est une très belle façon de faire de la politique, l'art. Parce que ça ouvre les esprits, ça fait réfléchir, ça fait avancer les choses, ça crée le débat. Parfois plus que une proposition de loi ou une interview d'un politique dans une émission. Donc typiquement, dans Les Chatouilles, le personnage, j'avais pas d'empathie pour lui. J'ai pas essayé ni de le défendre, ni de le comprendre, ni de l'accuser, ni de l'accabler, juste d'être à la hauteur de ce que Andrea attendait de ce personnage pour ce film. Parce que on parlait d'une personne que elle avait connue. Donc je m'en suis remis à ses mains et elle m'a dirigé dans ce sens. Et je suis très fier d'être dans ce film, même si effectivement, c'est pas toujours facile d'endosser un rôle qui ne suscite pas l'empathie. Les acteurs ont toujours très peur de ça. Mais moi, j'estime que mon métier, c'est pas que de me valoriser. Ça peut me faire plaisir aussi d'être valorisé dans un rôle. Bien sûr. C'est normal et c'est humain. Mais ça reste aussi un métier, un travail. Ouais, et c'est une passion, mais c'est aussi ça, c'est aussi participer. Je vais prendre un exemple extrême, mais Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux, c'est clairement un personnage. Alors, il peut frôler avec l'empathie parce que on finit par être fasciné par cet homme, parce qu'il a une psychologie qui est fascinante. Mais c'est quand même pas un personnage qu'on aime. À la fin, on est horrifié par cet homme. Ouais. Et pourtant, il a excellé dans le rôle. Et je pense que la plus grosse peur quand on fait ce genre de rôle, c'est l'étiquette. C'est justement que ça nous reste collé à la peau. Mais c'est tout. Bah justement, en parlant d'étiquette, merci beaucoup pour la transition. Est-ce que l'image d'acteur qu'on se crée aujourd'hui, typiquement l'acteur estampillé France Inter, l'acteur estampillé populaire, etc., est-ce que ça dépend uniquement des choix de films qu'on fait ? Ou est-ce que c'est plus global que ça aujourd'hui ? Je pense que c'est plus global, ça vient aussi de la personnalité, de ce qu'on dégage quand on parle de soi et des autres. Je crois que un acteur ou une actrice, quand il s'exprime, dit des choses sur lui ou sur elle de manière consciente et inconsciente. Et il dégage une énergie, une couleur, quelque chose qui parle ou pas à certaines familles dans le cinéma et qui fait et à une certaine famille dans les spectateurs, qui fait que du coup ça oriente aussi, je crois. Ouais, et maintenant vu que les médias sont quand même assez intrusifs et qu'il y en a qui prennent position, de plus en plus, en tout cas on le voit de plus en plus, j'imagine que ça aussi ça participe à l'image qu'on se crée. Oui, ça tient aussi à ce que les acteurs et actrices et artistes en général acceptent ou non de faire comme émission par exemple. Moi, il y a des émissions que je ne ferai pas parce que j'ai pas envie que le public de ces émissions mes films. En fait, si évidemment, on a toujours envie qu'un film marche et on n'a pas envie de connaître l'identité parfaite d'une personne qui va vous voir au cinéma. Mais j'ai pas envie de faire la promotion de cette émission à travers la promotion du film dans lequel je suis. Mais il y en a très peu, mais il y en a. Oui. Et c'est pas grave du tout, quoi. Non, c'est des choix. C'est aussi une façon pour moi de donner mon avis sur ce qui se passe dans le paysage médiatique français. Donc dans Notre-Dame, tu incarnes un journaliste qui, au début du film, va être un peu tourné au ridicule, on va le prendre pour une autre, bref. Tu es assez drôle, et justement, comment on sait qu'on est bon sur une scène ? Quel regard compte ? Est-ce que le tien s'efface ? Est-ce que c'est celui du réalisateur uniquement ? Est-ce que c'est aussi celui de ton collègue avec qui tu joues, en l'occurrence ? Très, 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 très honnêtement, ça dépend. Ok. Si on parle que du Donzelli, il se trouve que je m'en suis quand même beaucoup remis entre les mains de Valérie parce que j'avais besoin qu'elle valide le fait que la scène était réussie à ses yeux en termes de comédie. Parce que voilà, c'est très dur d'avoir le recul sur soi, de se dire est-ce que c'était drôle ce que j'ai fait. On n'a pas une salle qui vous regarde à ce moment-là. Il y a une équipe de 25 techniciens qui n'ont pas du tout envie de rire parce qu'ils sont concentrés sur leur truc. Même s'ils ont envie, ils y pensent
pas forcément. Ça arrive, hein, mais oui, mais ils sont pas acquis, quoi. Voilà. Et donc du coup, ça peut presque être même un peu gênant. On a l'impression de faire un four. Et donc on se dit, est-ce que ça va bien rendre? Après, dans l'intimité de la salle de cinéma où tout le monde est assis face à un grand écran et qu'on vous voit faire cette scène, c'est pas du tout pareil que quand vous la faites les gens sont là pour sur le parvis de Notre-Dame, devant des badauds qui passent, devant toute une équipe qui fait froid ou qui fait chaud. Donc pour le film de Valérie, je m'en suis beaucoup remis à ce qu'elle ressentait. Et quand elle était contente, pas contente, ou alors on a fait des scènes des fois plein de fois, d'autres très peu, ça dépendait. Pour d'autres films, très honnêtement, par exemple, je repense au film de Christophe Honoré, Plaire, aimer et courir vite. Il m'est arrivé une fois ou deux et c'était un point de vue subjectif, hein, mais de savoir que la scène était réussie. C'est-à-dire que je le ressentais. Okay. Je ressentais le fait qu'il venait de se passer quelque chose dans la scène, et ça se ressent. Alors là, pour le coup, parfois aussi dans le silence qui suit de l'équipe juste après. Parce que quand on touche à l'émotion, il y a des choses très dures, très 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 dramatiques. Les gens quand même l'entendent et le voient, et là ils peuvent se laisser cueillir aussi. Voilà. Et là je l'ai ressenti une ou deux fois, et c'est très émouvant, ça, vraiment. S'exprimer devant une caméra, est-ce que ça implique de se demander, comme dans Notre-Dame par exemple, pourquoi on déclenche le rire, ou pourquoi on déclenche les larmes, qu'est-ce qu'on dénonce, etc. Est-ce que c'est important de se questionner sur ce qu'on est en train de faire, sur ce qu'on est en train de représenter, ou est-ce que c'est plus instinctif que ça de jouer? Je crois qu'il y a plusieurs façons de jouer. Alors je dirais pas autant de techniques que d'acteurs, mais presque. On a tous été nourris par ce qu'on nous a appris, et par ce qu'on a voulu retenir de ce qu'on nous a appris, et par notre instinct. Et c'est un mélange de tout ça. Il y a des gens très instinctifs qui gardent très peu de technique. Il y en a d'autres qui sont très techniques et l'instinct n'a pas trop de place. C'est-à-dire que tout est un petit peu sur un rail déjà avant même que la scène commence. Moi, j'essaie d'oublier que je suis en train de jouer. C'est con à dire, hein, mais il y en a qui ne veulent pas ça, qui maîtrisent tout le long. Ils maîtrisent la façon dont leur visage est orienté vers la caméra, la façon dont ils parlent, le silence de 1 demi-seconde, 3 entre deux mots. Toutes ces choses-là, ça c'est beaucoup de technique. Moi j'en ai un petit peu, mais je dirais peu comparé à d'autres, et j'essaie de me fondre complètement dans ce qui est en train de se passer, et je préfère que cette scène ait des imperfections et peut-être moins de performance de jeu, mais où la crédibilité soit pas remise en question. C'est comme ça que j'essaie de faire les scènes. Okay. Et pour moi, chaque scène, c'est comme un petit film, c'est-à-dire que chaque scène, c'est un petit cocon, et il faut pas penser à ce qui va se passer après, puisqu'on n'est pas censé le savoir en tant que personnage. Et à ce qui s'est passé avant, oui, parce que ça nourrit la trajectoire du personnage. Mais comme on tourne plein de choses dans le désordre, vaut mieux se concentrer sur la petite scène qu'on est en train de tourner, de se dire quel est l'enjeu, où je vais, comment, pourquoi. Et moi, c'est comme ça que ça marche. Alors, tu as tourné dans Les Chatouilles, on l'a dit, de Andrea Bescon et Éric Métayer, dans L'Inconnu du lac, qui t'a valu en 2014 le César du meilleur espoir, et qui t'a par la même occasion fait connaître au grand public, dans Plaire, aimer, courir vite de Christophe Honoré. Bref, les sexualités sous toutes leurs formes sont assez présentes dans ta filmographie. Je pense aussi à ton court-métrage Âme sœur que tu as écrit et réalisé, oui, où le corps est relativement présent. Tu penses ton rapport au corps quand tu joues la sexualité, ou qui est direct ou indirect d'ailleurs, hein, mais paradoxalement, plus le temps passe, enfin c'est pas paradoxal d'ailleurs, mais plus le temps passe, plus j'ai une pudeur. Voilà, est-ce que t'es pudique typiquement? J'en avais beaucoup moins de la pudeur quand j'ai fait L'Inconnu du lac que quand j'ai fait Plaire, aimer, courir vite par exemple. C'est aussi parce que mon corps change, parce que j'ai plus le même âge et que je l'aime moins, mais c'est pas grave, hein, mais je l'aime moins. Voilà, non, oui, c'est comme ça. Je travaille pas particulièrement, donc du coup, il y a des choses qui me plaisent moins. Mais ça, c'est pas le plus important dans la façon dont j'aborde les rôles et le corps. Moi, je sais pas, j'essaye de. Je trouve que ça peut être un peu futile de trop penser à l'image de son corps et de son visage d'ailleurs. Je suis acteur, voilà. Donc c'est mon métier. Je l'ai voulu, je l'ai eu. Donc maintenant, il faut que je passe à travers les petits désagréments que ça peut provoquer personnellement, parce que la richesse que ça apporte à côté de ça, c'est beaucoup plus important. Ouais, être acteur, c'est mettre son ego de côté un peu aussi.
Pas que, parfois. Moi, j'en ai beaucoup de l'ego, et j'assume d'en avoir, mais j'essaye de le faire intervenir au moment opportun. C'est-à-dire quand je m'en remets, quand je remets ma confiance à un artiste ou une artiste qui va réaliser un film, j'ai envie d'être un bon outil pour lui ou pour elle, pas juste on va voir ce que je vais bien vouloir faire avec lui ou avec elle. Je trouve que c'est si on donne sa confiance, alors après on peut discuter des choses et c'est une construction aussi sur le plateau, mais j'aime bien être généreux. J'essaye de l'être en tout cas. Avec mes partenaires aussi, c'est hyper important. Il y a des acteurs et des actrices qui sont généreux que pour la caméra, qui ne le sont pas pour le ou la partenaire. J'ai déjà évoqué dans Notre-Dame, mais tu incarnes donc ce journaliste. Tu entretiens quel rapport avec les journalistes en tant qu'acteur ? Je crois que c'est très 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 important que le journalisme indépendant perdure et pour moi c'est un des garants de la démocratie. Et alors là on parle plus d'art, bien que j'y accorde énormément d'importance. Je pense que il y a toutes sortes d'informations très importantes qui méritent d'être traitées et bien traitées par les journalistes. Et je ne peux pas m'empêcher de dire que je suis un peu d'accord avec des gens qui trouvent que le journalisme est parfois corrompu. Je trouve que quand je vois des reportages ou des documentaires de choses, enfin plutôt des reportages, par exemple sur les chaînes d'infos, où c'est axé vraiment sur qu'est-ce qu'on veut dire aux gens et pas qu'est-ce qui se passe vraiment, ça m'énerve. J'ai vu un reportage la dernière fois où justement une journaliste de BFM interviewait une dame à la gare en disant mais c'est la galère, c'est incroyable, comment vous faites vous et tout machin, et enfin elle était pas en train de s'adresser à la dame, elle était en train de dire ça face caméra, et il y a une dame qui est venue vers elle en disant mais arrêtez de dire ça, c'est pas vrai, les gens se débrouillent tous, regardez, il y a une bonne ambiance à la gare, tout va bien, c'est pas l'énorme galère que vous voulez qu'on dise que c'est un détail, mais non, pas du tout. Ouais. C'est très important, je trouve, de rendre ce qui se passe vraiment, parce que c'est ça qui va aller vers, justement, la fin de la crédibilité des journalistes et qui, du coup, va ricocher sur tout le reste de la profession. Pour tout. Donc voilà, j'accorde beaucoup d'importance au journalisme et à la culture encore plus parce que c'est mon métier et j'ai peur toujours que la culture disparaisse des journaux parce que il faut faire du sensationnel, il faut capter l'attention, il faut que ce soit gras, il faut que ce soit et la culture c'est tout le contraire, c'est on se pose, on prend du temps, on explique une œuvre et c'est très important et j'ai à cœur que ça persiste. Et moi aussi. Toi qui viens de Nancy, quel est ton rapport avec Paris, que Notre-Dame met naturellement en lumière, avec une ambiance un peu anxiogène par ailleurs, mais bon. Je trouve que, alors, pour faire une petite parenthèse, je trouve que l'ambiance anxiogène dans Notre-Dame est quand même assez orientée comédie, puisqu'on voit qu'il y a des choses quand même. Bien sûr, mais c'est pas un Paris tout frais, tout. C'est pas le Paris d'Amélie Poulain. Non. Mais quand même, c'est un beau Paris, je trouve, dans Notre-Dame. Évidemment, depuis que, nous on a tourné plusieurs mois avant que la cathédrale brûle, donc forcément, on n'imaginait jamais que ça allait avoir cette image-là, parce qu'on dit Notre-Dame, on pense tout de suite à l'incendie. Mais moi j'ai un rapport à Paris, pour répondre à ta question initiale, c'est une ville que j'ai eu très peur d'approcher quand j'étais jeune. Je voulais pas venir vivre à Paris quand j'ai commencé le cours Florent. J'ai mis plus d'1 an à m'y faire et après j'en étais devenu complètement accro. Et puis au bout de 10 ans j'en ai eu remarre et je trouve que c'est une ville quand même qui est compliquée mais qui est fascinante. Et je vis pas à Paris tant que ça, c'est-à-dire que j'ai plutôt ma base à Nancy. Je suis plus posé là-bas avec ma famille, dans une ville à taille humaine où c'est calme. Et puis Paris, j'aime y venir pour le travail. Et j'aime beaucoup plus Paris depuis que je n'y vis plus à 100%. C'est peut-être la force de la ville d'ailleurs. Ouais. Alors si je te dis Muriel Robin, la pianiste, Agatha Christophe, Tout sur ma mère de Almodovar, le peintre Laurent-Émile Friand que t'aimerais visiblement incarner, autant de références qui ont fondé ton profil d'acteur. En tout cas, qu'est-ce qui manque dans ces références ? Il manque pas grand-chose. C'est vrai que c'est bien résumé. Chaque mot que tu as dit, ou chaque artiste, ou chaque œuvre a tout de suite fait tilt dans ma tête. Donc j'assume encore aujourd'hui tout ce que j'ai dit. Ça pourrait changer, hein. C'est d'ailleurs pour ça, oui, que je te pose la question. Mais non, ça change pas et je suis,
ça me dépeint relativement bien. Je pourrais en rajouter plein, mais là, comme ça me va bien. On est sur quelque chose d'assez cool. Ok. Est-ce que t'es exigeant comme spectateur? Alors, mon niveau d'exigence est en rapport avec la qualité de ce que j'imagine que je vais voir. Si j'estime que je vais voir un chef-d'œuvre et que c'est pas à cette hauteur-là, je vais être très déçu. Par contre, si j'estime que je vais venir voir un petit film mineur qui va juste me détendre, ou une série qui va juste me détendre et que je suis agréablement surpris, ça va être plus fort. Mais je vois vraiment de tout. Vraiment de tout. Des films d'auteur, des séries un peu gnangnan qui sont juste drôles, des séries qui sont palpitantes, des comédies grand public. J'aime essayer d'aller où le vent me porte. J'ai pas de frein. Ok. Et dernière question que je pose à tous mes invités. Quels sont tes derniers coups de cœur culturels? Alors, je vais très peu au cinéma parce que j'ai pas toujours le temps. Je voyage beaucoup entre ma vie familiale et ma vie professionnelle. Donc je regarde pas mal les films chez moi et les séries aussi. Ouais. Donc j'ai aimé énormément 2 séries dernièrement. C'est la série Tchernobyl. D'accord. Que j'ai trouvé formidable. D'écriture, d'interprétation, de mise en scène, la qualité de l'image, enfin j'ai trouvé ça formidable. Dans un autre genre, j'ai aimé une autre série qui est anglaise, qui s'appelle Years and Years, que j'ai trouvé fabuleuse, où le concept c'est que chaque épisode, plusieurs mois, voire plusieurs années se sont passés, et le spectateur comprend ce qui a changé entre l'épisode précédent et celui-ci avec des petits détails. Okay. Et c'est très réussi. J'attends vraiment une saison 2 avec impatience, j'espère qu'il y en aura une, je sais pas. Et sinon, en musique, j'ai en ce moment une espèce je suis un peu monomaniaque sur Philippe Catherine. Oui, qui a sorti son nouvel album il y a pas très longtemps. Voilà. Et en plus, j'ai eu la chance de le rencontrer dans Notre-Dame, puisqu'on a tourné ensemble dans le film. Et c'est quelqu'un que j'aime énormément. Et donc, j'aime beaucoup son dernier album, Confession. Et je suis même allé le voir 2 fois en concert, une fois à Nancy, une fois à Paris. C'était ouf, c'était incroyable. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Merci à toi. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée. En attendant, si l'entretien avec Pierre Deladonchamp vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Si vous avez des suggestions pour le podcast en 2020, n'hésitez pas à m'écrire, mais aussi à suivre la quille sur les réseaux sociaux, à mettre 5 étoiles si le podcast vous a plu, parce que c'est de toutes ces manières que la quille pourra grandir et se développer encore et toujours. Je vous rappelle que le film de Valérie Donzelli, Notre-Dame, est encore à l'affiche à l'heure où je vous parle. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.